Chers amis, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous retrouver sur cette chronique qui va nous emmener sur les sentiers d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de cet arbre à palabres, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, l'Assemblée générale des Nations Unies est en session à New York. Elle se présente comme le forum mondial, veut se présenter comme le forum mondial de discussion par l'excellence. Cependant, son Conseil de sécurité, censé être le garant de la justice et de la paix internationale, apparaît comme une caricature de cette ambition. Composé de 5 membres permanents en parfait accord, il semble régir le monde selon les intérêts qui leur sont exclusivement propres, bien loin des aspirations d'une véritable équité globale. Mais qui sera surpris lorsqu'on sait que ces 5 membres du Conseil de la sécurité, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, des empires coloniaux, où l'esclavagisme régnait, où les génocides de culture régnaient, on peut parler aussi des États-Unis, qui, à 5 reprises, durant le dernier Conseil de sécurité, ont opposé le cessez-le-feu pour arrêter ce génocide qui se passait à Gaza. Soit dit au passage, je remercie notre ambassadeur qui a fait un excellent travail en ce qui concerne l'aide à ce peuple que l'on veut raser de la terre. Sans oublier, bien entendu, la Russie. La Russie, on connaît tous l'histoire de la Russie, que ce soit au temps où c'était l'URSS ou encore bien avant. Ce n'est pas un pays qui était un exemple de charité ou encore de législation pour défendre les plus opprimés. Là, j'ai cité donc la France, l'Angleterre, la Russie. Je, comment dirais-je, je ne peux pas oublier aussi de citer les États-Unis, comme je viens de dire. Et encore une fois, ces pays ont tous été ou des esclavagistes, ou ont construit des empires sur le vol des biens des pays qu'ils avaient colonisés, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, ou que ce soit en Afrique. Bien sûr, il y a la Chine. La Chine, c'est peut-être le seul pays qui n'a pas été en guerre et qui siège au sein de ce Conseil de sécurité. Mais enfin, cette structure des Nations Unies, elle est figée depuis des décennies. Elle soulève des questions fondamentales sur la légitimité et l'efficacité d'une instance dont les décisions peuvent être paralysées par le droit de veto d'un seul des 5 membres. Et bien souvent, c'est toujours le même en ce moment qui oppose le veto, à savoir les États-Unis. Mais encore une fois, je dois dire et je dois mettre en exergue que l'histoire est souvent oubliée, occultée ou mal interprétée. On peut peut-être rappeler des épisodes sombres qui résonnent encore aujourd'hui. Ma mémoire, loin de me faire défaut, évoque la traite de l'esclavage des Noirs, par exemple. C'est enfin reconnu par la communauté internationale comme un crime contre l'humanité, mais il a fallu attendre des siècles pour cela. Ce crime fut commis aux alentours du 15e jusqu'à la fin du 19e siècle, et il a continué en toute impunité. Par qui? Eh bien, par des chrétiens d'Europe, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques, qu'ils soient des individus ou des États. Oui, ce crime contre l'humanité était fait par les chrétiens d'Europe. L'aurore est d'autant plus profonde que cette entreprise fut menée au même nom, ou au nom du christianisme. Je ne suis pas là pour attaquer quelles que soient les religions, mais je suis là pour être factuel. Et on ne peut pas cacher qu'entre le 15e siècle et le 19e siècle, ces crimes contre l'humanité, cet esclavagisme, ce vol des terres et des biens, des pays que l'on a volés, colonisés, étaient bien à l'initiative des chrétiens d'Europe. Vous avez des prédicateurs et des puissants de l'époque qui prétendaient que la traite de l'esclavage était conforme
aux enseignements de Jésus-Christ. Vous savez, vous n'avez qu'à vous référer aux bulles papales de figures comme par exemple le pape Borgia ou bien encore comme Isabelle la catholique qui encourageait les voyages d'évangélisation, réduisant ces sauvages et hérétiques en esclavage. Alors qu'elle venait, Isabelle la catholique et Ferdinand, venaient de récupérer un joyau de civilisation, un joyau d'exemplarité pour le vivre ensemble. C'était l'Andalousie. Mais enfin, je continue, les Blancs ont toujours été imbus de leur supériorité. Ils pensaient que les Noirs étaient prétendus des descendants de Cham. Ainsi, eux, ces Blancs, allaient leur apporter, leur donner la lumière du Sauveur, et le Sauveur étant Jésus-Christ, bien entendu, et du savoir. Il est également essentiel de pointer ces philosophes et ces penseurs célébrés encore aujourd'hui sur le banc des écoles, où chaque ville de l'Europe, notamment là je vais parler de la France en particulier, possède leur nom sur des édifices, comme je disais, des mairies, dans les écoles, voire même des universités, avec une fierté déconcertante. Lorsque vous pensez que ces noms sont ceux de Victor Hugo, ils sont ceux de Voltaire, ils sont ceux de Jules Ferry, parmi d'autres, je ne vais pas citer tous, mais ces gens que je viens de citer en particulier, Hugo, Voltaire et Ferry, ils ont justifié l'esclavage et la colonisation sous le couvert des bienfaits de la christianisation pour ces sauvages d'Afrique. Ces bienfaits de la christianisation et de la colonisation ajoutés par les Rotaillons, par les Le Pen, pour ne citer qu'eux. Oui, ces discours sont profondément ancrés avec des préjugés et des justifications idéologiques qui ont perturbé jusqu'au moment où je vous parle à l'instant. Voyez encore en 1885 la conférence de Berlin qui réunit les chefs d'État européens, non pas pour discuter de l'avenir du continent africain avec ses habitants et pour leurs bienfaits, non, c'est pour se partager le gâteau africain et faire des esclaves de leurs habitants, c'est-à-dire les indigènes d'Afrique. Bruxelles ira même jusqu'à exposer, comme dans un zoo, des Noirs africains sur leur marché public. Enfin, ils ont oublié que l'Afrique, c'était une terre où il y avait un peuple. Mais eux, non, pour satisfaire leur appétit colonial, ils en ont fait des terres qui leur appartenaient. Et cette conférence de 1885 de Berlin, elle a tracé des frontières arbitraires. Tous les pays aujourd'hui qui se trouvent en Afrique, ces frontières ont été faites par, au départ, la conférence de Berlin, lorsque les Allemands ont remis en cause pourquoi il ne faut que ce soit que les Anglais, les Espagnols et les Français qui se partagent l'Afrique. Nous voulons notre part. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se partager le continent africain entre ces pays que je viens ces empires coloniaux que je viens de vous citer. Mais ça, jusqu'à aujourd'hui, ça a nourri les conflits. Alors mon opinion personnelle, c'est une thèse que j'ai écrite, que j'ai toujours défendue depuis des années. C'est cette politique que j'appelle la politique des troisièmes et qui est toujours appliquée par l'Occident, bien que sous des formes un peu plus insidieuses. Moi, je dirais que le premier M, c'est celui des marchands. Le marchand, il découvre les richesses naturelles d'un territoire, l'ouvrant à son exploitation, et il est le précurseur de l'intérêt économique, celui qui identifie le potentiel de profit. Vient ensuite le deuxième M, le militaire. Le militaire, lui, il vient une fois que les richesses ont été identifiées par le premier M, celui des marchands. Le M militaire, il vient pour assurer la sécurité des intérêts des marchands par la force des armes, réprimant toute résistance pour
ceux qui veulent récupérer leurs propres biens. Et enfin, pour finir cette trilogie des 3 M, le M, le missionnaire. Ce dernier, par son discours moralisateur et religieux, absout les crimes commis par les 2 premiers, mais lui, son M, c'est au nom de Dieu, c'est un missionnaire, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des chrétiens. Il apporte une justification idéologique et spirituelle de l'exploitation présentée souvent comme l'entreprise comme une œuvre civilisatrice ou salvatrice, car il faut leur enseigner Jésus. Mais en fait, ce n'est que de l'esclavagisme caché. Oui, alors si je peux continuer avec ma théorie des 3 M, si l'on observe les cartes géographiques actuelles, les schémas sont frappants. Où se trouvent les richesses naturelles aujourd'hui? Qui les exploite et qui en profite réellement? Il suffit de superposer le tableau des anciennes colonies occidentales avec les zones de conflit actuelles pour percevoir une corrélation troublante. Il est impératif de mettre en exergue le lien indissociable entre les richesses naturelles, les zones de guerre, les commanditaires et souvent, il y a lieu de noter la couleur de peau et la religiosité. Hélas, rien aujourd'hui n'a fondamentalement changé, si ce n'est la nature des tueries. Les épées, les flèches et les boulets de canon d'antan ne sont en rien comparables au massacre d'Hiroshima et de Nagasaki, rien de comparable à la destruction par les bombardiers américains qui ont détruit Bagdad. Une épée, ça coupe une tête, une flèche, ça tue un corps. Mais les bombardements faits par les Américains en Europe, en Irak, c'est des milliers et de milliers qui meurent à chaque explosion de ces bombes. La sophistication des moyens de destruction a démultiplié la capacité de l'humanité à s'anéantir, à l'horreur de la guerre. Je ne peux terminer sans citer cet anéantissement qui est en train de se faire sous nos yeux à Gaza. Il n'y a plus rien à détruire à Gaza. Alors maintenant, on veut les déplacer et on veut éradiquer complètement les Palestiniens de Gaza. Je ne veux pas dire encore une fois ici l'inaction de l'Occident. Je ne veux pas dire ici encore l'inaction des pays arabes. Je ne veux pas dire encore l'inaction tout simplement de l'humanité face à tant de misère que l'on propage aujourd'hui à Gaza. Non seulement on a détruit Gaza, tous les bâtiments, non seulement on a détruit les hôpitaux où l'on soignait les malades, non seulement on a détruit les écoles où on devait donner cette éducation aux enfants, mais aujourd'hui on assiste à la famine. Oui. Et l'Assemblée générale qui se tient aujourd'hui au New York, où tous les présidents du monde viennent faire leurs discours, leurs palabres, mais rien n'est fait pour sauver les Palestiniens. Pire encore, sans aucune honte, on vénère chacun de ces présidents et de ces rois, et qui viennent, et qui parlent de démocratie, et qui parlent de justice, alors qu'au sein même de cette institution, 1001 résolutions ont été votées pour arrêter cette misère, que ce soit pour les Palestiniens, mais pour tous les autres pays dans lesquels il y a la guerre. Oui, c'est un paradoxe flagrant entre les valeurs proclamées et les réalités vécues par une grande partie de l'humanité. Et c'est une déchirure profonde qui ne cesse de monter. C'est pour ça que ma chronique aujourd'hui, je voulais absolument parler de cette Assemblée générale des Nations Unies
qui est actuellement en session à New York et qui veut se présenter comme le Forum mondial de la paix. Non, les Nations Unies ne sont pas le Forum mondial de la paix et ne l'ont jamais été. Ceci a été créé tout simplement pour protéger les intérêts de ces pays qui étaient en guerre entre eux. C'était une guerre pour des colonies. Oui, je dis bien en 1945. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette Deuxième Guerre mondiale, qui s'entretuait? C'était bien les Européens. Les Américains sont venus ensuite, mais c'était des Européens. Et puis on a voulu créer les Nations Unies pour faire croire qu'il n'y aurait plus de guerre. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la Société des Nations qui avait été créée elle aussi après la Première Guerre mondiale. Et comme elle n'a pas survécu, il y a eu les guerres entre les deux. Donc on a reconstitué encore une fois les Nations Unies qui, à mon humble avis, ne sont pas unies du tout. Ce n'est qu'un arbre imparable. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai encore une fois vous demande d'avoir une pensée pour les enfants de Raza. Je vous remercie et je vous retrouverai dans une prochaine chronique. Merci.